Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au JDS Journal du dimanche au soir. Un seul sujet sera abordé tout au long de ce rendez-vous. C'est bien le coup d'État et cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes avec de nouveaux dirigeants. Le capitaine Ibrahim Traoré assure l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du nouveau président désigné par les forces vives de la nation. En tout cas, c'est le message qui a été donné aujourd'hui par le MPSR dans sa configuration nouvelle. Depuis l'annonce du coup d'État contre l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, il faut dire que plusieurs villes sont en ébullition. Pour ce qui est de Bobo Dioulasso, cela a débuté depuis le vendredi 30 septembre dernier. À Ouagadougou, la population était dans la rue pour manifester donc son soutien aux putschistes et conduit par le capitaine Ibrahim Traoré, nous le disions. Ils étaient nombreux à la télévision nationale où le message du MPSR sont délivrés, comme vous le voyez en image. Bien que le coup d'État donc soit effectif, il faut dire qu'ils sortent nombreux, acclamés, les figures de proue de nouveaux dirigeants donc, et donc les manifestations que vous voyez. Et dans ce véhicule, il y avait donc Ibrahim Traoré, le capitaine, qui avec ses hommes était venu délivrer un message. Et il y a aussi la place du 2 octobre qui est elle aussi occupée par plusieurs manifestants, en tout cas jusque dans l'après-midi de ce soir. On va y aller avec Abdoul Rahim Niénié qui nous fait le point de cette mobilisation et de ce qui se passait du côté de la place du 2 octobre. Ce 2 octobre 2022, 48 heures après l'annonce de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, les populations ont pris d'assaut la place du 2 octobre. Place dédiée au discours d'orientation politique prononcé par le père de la Révolution, Thomas Sankara. Le choix de cette place n'est pas fortuit. Les manifestants voient au nouvel homme fort l'incarnation du capitaine Thomas Sankara venu libérer le pays. Pancarte en main, coups de sifflet et vrombissement de moto, tout cela pour exprimer leur satisfaction et leur engagement à soutenir et accompagner le MPSR du capitaine Traoré. Je suis ici ce matin pour soutenir les vrais révolutionnaires, les vaillants combattants révolutionnaires militaires que je suis venu ce matin pour les soutenir et les dire que nous sommes avec eux pour la victoire finale contre le terrorisme. Parce que nous avons compté sur Damiba, mais il nous a déçus. Il nous a tellement déçus que nous ne voulons plus de lui. Heureusement qu'il va partir et que le peuple burkinabé va retrouver sa quiétude. Si les jeunesses militaires viennent pour sauver le Burkina Faso, pourquoi à nos gens qui sont à cet âge-là, qui vont rester à la maison, on va faire quoi à la maison? Voilà pourquoi on est là pour les accompagner. Voilà. Donc c'est la patrouille ou la mort, nous vaincrons. Nous, on n'est pas venus ici pour les accompagner ici seulement. On va les accompagner jusqu'au nord. S'ils veulent, s'ils sont prêts, nous on les accompagne. C'est depuis hier que nous sommes là. Vous avez vu, c'est mon gâteau comme ça qu'ils sont en train de manger. Depuis le matin. Moi je rappelle la population, ils n'ont qu'à être prêts pour qu'on accompagne le MPSR, le nouveau MPSR là, pour qu'ils puissent diriger le pays à mener au paix. Les populations qui sont mobilisées depuis le 1er septembre dans la soirée disent faire confiance aux soldats qui viennent de prendre leurs responsabilités. Ils invitent par ailleurs le capitaine Traoré et ses hommes à rester fidèles au peuple. Il est très jeune au même titre que nous. Et si la jeunesse burkinabé est sortie, c'est parce qu'ils sentent une confiance en lui. Et donc qu'il fasse tout pour ne pas en tout cas décevoir la jeunesse burkinabé. Et qu'il évite encore de coopérer et de composer avec des politiciens vautours qui, plus de 30 ans, n'ont pas arrivé à tirer le Burkina Faso d'affaires. Et la jeunesse burkinabé est prête à le soutenir s'il sera droit, s'il sera en tout cas quelqu'un qui va libérer le Burkina Faso contre l'impérialisme et les valeurs locaux de ces impérialistes. Dans l'après-midi, après l'annonce à la télévision nationale rassurant que la situation est sous contrôle et invitant les populations à vaquer à leurs occupations, les populations se sont dispersées. Les axes qui étaient barricadés sont ouverts à la circulation, mais avec des stigmates des manifestations de la nuit du 1er au 2 octobre. Retour sur ce plateau, on voit donc ces images de la place du 2 octobre que nous partageait Abdoul Rahim Niénié. Un peu avant, nous étions du côté de la radio-télévision burkinabé où de nombreux burkinabés étaient sortis acclamer donc Ibrahim Traoré, le capitaine, et ses hommes.
où il faut parler de la télévision nationale, où des messages donc sont délivrés au fur et à mesure. On va aller à Bobo-Dioulasso, où depuis vendredi, il y a donc des manifestations. Quel est le pouls de la situation dans cette ville? Nous sommes avec Kani Muntamo. Il est le directeur de publication de l'Express du Faso. Bonsoir, Muntamo. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bobo-Dioulasso, on le disait, est en train d'ébullition un peu avant Ouagadougou, depuis vendredi. C'est bien cela. Quelle est la situation à ces heures-là, aujourd'hui? Justement, aujourd'hui, je crois que le tour que j'ai fait en ville montre que les manifestations se poursuivent, même à l'heure où je vous parle. Je viens d'avoir quelqu'un sur la nationale numéro 1 à l'entrée de Bobo qui dit qu'ils ont été bloqués. Les manifestants continuent de sillonner les artères de la ville depuis le matin et beaucoup de commerces sont complètement fermés. Mais bon, les gens vont plus ou moins à leurs occupations, vont et viennent parce qu'ils ne s'en prennent pas outre mesure à des populations. Donc le constat est que les manifestations se poursuivent et les manifestants sont principalement à la place de Poamoro, qui est le centre des opérations, si on peut le dire ainsi. D'accord. Je disais tout à l'heure que Bobo-Dioulasso a commencé avant Ouagadougou. C'est depuis vendredi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour Bobo? Alors, l'élément déclencheur pour Bobo, c'est effectivement cette marche-là de vendredi qui a été dispersée par les forces de défense et de sécurité et qui avait déjà cadré la place de Fouamoro très tôt le matin. Alors, vous savez, les manifestants, quand vous les empêchez de manifester, alors ils ont d'autres manières de faire. Et c'est en ce moment qu'ils sont allés un peu à l'intérieur de la ville, faire sortir les commerçants. Alors, au début, les gens avaient pensé que c'était des jeunes comme cela, mais finalement, au fur et à mesure, on a parlé d'une manifestation de commerçants qui manifestaient parce que vous vous souvenez que à Kaskinde, c'était des camions de commerçants qui étaient attaqués. Donc les gens sont sortis, on a dit que les commerçants pour demander un peu plus de sécurité pour leurs camarades. Et alors, tout est parti de là. Et dès que effectivement les choses se sont compliquées par la suite, les manifestations le lendemain, ils se sont pris à plusieurs choses. Enfin, ils ont pris la ville. Évidemment. Voilà. Et ce qui a été vraiment l'élément fondamental qu'il faut retenir, c'est le fait qu'ils se soient pris au centre, à l'Institut français, où effectivement il y a une guérite là-bas qui a été incendiée et visiblement il y a des impacts de projectiles, c'est-à-dire de cailloux qu'ils ont balancés sur le bâtiment et puis le portail. D'accord. Justement, depuis vendredi, les choses ont bien évolué. Il y a eu l'effectivité du coup d'État parce que depuis, on était dans une situation quand même qui n'était pas si claire pour bon nombre de Burkinabés. Maintenant, ça l'est un peu plus. Comment le coup d'État a été généralement accueilli à Bobo-Dioulasso? Alors, vraiment, il faut dire que au début, c'était un peu comme les gens étaient un peu passifs. Il n'y a pas eu de réaction particulière, mais au fur et à mesure que les choses se poursuivaient, alors il y a eu cette mobilisation vraiment, surtout que sans ignorer qu'au début, il y a eu plusieurs points de vue, Damiba est parti, Damiba n'est pas parti, donc le fait que effectivement les gens n'étaient pas suffisamment situés sur l'aboutissement du coup d'État a renforcé le sentiment de révolte, entre guillemets, si on peut le dire. Et finalement, quelqu'un me disait qu'il ne s'agit plus d'un soutien à un coup d'État, mais que c'est plutôt une insurrection, parce que quand vous sortez, vous regardez la manière dont les gens manifestent, la manière dont ils crient. D'accord. Effectivement, voilà. D'accord, on l'aura compris. Donc merci bien, Kani Muntamo. Merci d'être resté avec nous. Je rappelle qu'il est le directeur de publication de l'Express du Faso. On va nous revenir sur ce plateau, toujours avec maintenant Dr Émile Paré et Dr Olope Payenne. On a vu un peu les images de mobilisation forte qu'il y a eu pour soutenir, on va dire, les nouveaux arrivants. On va dire comme ça, mais c'est toujours le MPSR qui demeure. Quel regard, quelle lecture faites-vous de ce putsch-là? Je m'en vais d'abord avec Dr Émile Paré. Merci.
Je crois que ce qui est arrivé dans ces jours-ci, pour des grands observateurs de la scène politique et des analystes comme nous, c'était attendu. Et je vous fais une révélation. Il y a une semaine, je disais à un de mes camarades du Centre international de formation politique, j'ai dit en octobre, il y aura un coup d'État. Et c'est les capitaines qui vont renverser les colonels. Bon, vous avez tapé le sable comme il dit. Ah oui, oui. Mais je vous ai dit que vous dites que c'est en octobre, que c'est des capitaines. Je tape le sable. Donc je ne peux pas donner la date. Bon, dire qu'il y a des éléments qui pourraient concourir à ce que bien sûr, le pouvoir soit fragile, c'est quelque chose. Mais dire aussi que ce sera des capitaines, ça fait... Mais je l'ai dit, je pense ceux qui me suivent ça fait jeter de courir quand même. L'intéressé, mes amis qui m'écoutent vont savoir. Puisqu'hier, ils m'ont demandé. Parce que c'est parti d'une analyse. Allons-y. Voilà, partie d'une analyse politique scientifique. Vous vous souvenez, lorsque le MPCR est venu, le premier discours du 24 janvier, ils ont été clairs. La ligne, à savoir régler la question de la sécurité. Et le régime de Roch Marc Christian Kabore pêchait par ce côté et ils sont venus dans le premier message lu par le capitaine Sipsore Ouedraogo, c'était la question de la sécurité. Donc les gens ont applaudi certainement, puisque effectivement c'est une des faiblesses du régime, du système de gouvernance du régime Compaoré. Mais lorsqu'il est venu faire son discours d'investiture en avril, je ne sais pas à quelle date là, le jour d'investiture, c'est là où il a dit la sécurité est une priorité, mais nous allons encore lutter contre la malgouvernance du régime Roch. Et il dit, il va dépolitiser l'administration et il s'engage donc à refonder l'État. Ça, c'était trop. C'était trop. Ça devient trop d'objectifs pour vous? Oui, ça devient beaucoup d'objectifs. Je ne vois pas comment des transitionnaires vont refonder l'État. Donc, on a compris déjà qu'il glisse dans le chapeau d'un homme politique qui veut effectivement prendre le pouvoir. Et les faits ont démontré cela. Et quand il est venu à son investiture dire encore que je ne suis pas là. Au début, il a dit la patrie ou la mort nous vaincront. Tout le monde l'a observé. Mais à son investiture, il recule. Il dit je ne suis pas venu faire une révolution. J'ai eu à dire en son temps que ce seul mot-là, tu n'es pas venu faire une révolution, tu perds le soutien de la jeunesse burkinabé. Parce que la jeunesse burkinabé, la jeunesse est par essence révolutionnaire. Il a perdu déjà le soutien dès ce discours. Et il continue, il va devant les forces de défense et de sécurité à Bobo. Et vous avez vu la boutarde qu'il a fait là-bas. Quelqu'un qui a lutté pour sa chose sur lui. Celui qui peut, il n'a qu'à venir faire un coup d'État. Ça, il a perdu également un grand pan de la jeunesse militaire. Et pendant ce temps, l'insécurité et le terrorisme avancent. Et j'ai eu à dire un jour à mes parents que j'ai dit si Yaba est pris, Damiba tombe. Effectivement, il y a 2-3 semaines, ils sont rentrés à Yaba. J'ai dit Damiba tombe. J'ai dit à un militaire proche de Damiba de dire que s'il a laissé prendre Yaba, ils vont venir à Latodin, ils vont monter sur Ouaga. Donc il a perdu véritablement et la jeunesse burkinabé, il a perdu le soutien de la jeunesse burkinabé, il a perdu le soutien de la jeunesse militaire. Et vous savez très bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On peut s'attendre qu'effectivement, il y ait une réaction de la jeunesse militaire et de la jeunesse burkinabé dans les jours et mois à venir. D'autres ont dit d'ici décembre, moi je les avais dit octobre. Et je crois que le symbolique est là. Le 30 septembre, c'est à un mois du 30 octobre. Donc vous voyez, c'est le 30 septembre que les gens ont commencé. Et vous vous souvenez également de l'insurrection, c'est le 28 septembre que la jeunesse mobilisée de Bobo Dioulasso a fait tomber l'effigie de Blaise, indiquant que le 30 là, Blaise va tomber. C'est la même chose qui se répète, comme si l'histoire se répète. Les gens de Bobo sont sortis, eh bien, Damiba est parti. Les gens réagissent. Et Bobo réagit toujours le premier, Ouaga vient. Et aujourd'hui, je suis au courant qu'il y a des marches à Dédougou. Et moi, je sais que dans la semaine à venir, il y aura des marches dans les provinces, dans près de 30 ou 20 provinces du Burkina Faso. Des marches pourquoi? Pour soutenir le mouvement. Parce qu'en fait, le mouvement est insurrectionnel. Vous savez, les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'une insurrection.
lorsque nous avons parlé de l'insurrection des 30-31 octobre, nous avons dit que c'est une insurrection populaire, parce que le peuple dans tout son ensemble, à travers toutes ses couches, vieux, jeunes, et militaires, sont sortis. Mais nous avons dit que c'est une insurrection inachevée, parce qu'il y a eu des tractations pour prendre leur pouvoir, le pouvoir des jeunes insurgés. Le 30-31 octobre, il y a eu effectivement coup d'État dans coup d'État. Vous vous souvenez bien, lorsque l'insurrection du 30-31 octobre a eu lieu, la France, l'ambassadeur français est allé au CEFOP, il voulait imposer le chef d'état-major général de l'armée. La jeunesse a protesté. Bon, l'un dans l'autre, nous avons vu que le premier, c'est le 31, Blaise est parti, et le premier, bon, on est venu voir, on a vu 31 Damiba et Zida prendre le pouvoir. Mais ça a été le même mécanisme que vous voyez. Donc les jeunes capitaines, soutenus par la jeunesse burkinabé, font le mouvement insurrectionnel et on voit entendre que la vieille garde veut donner le pouvoir à X, Y, passer les jeunes. On va revenir dans le Donc vous voyez, mais ce que je voulais dire, le symbolique là, le 2 octobre, pourquoi il y a la mobilisation à la place du 2 octobre? Ce 2 octobre là, c'est la date historique où le président Thomas Sankara a prononcé le discours d'orientation politique de la révolution d'août. Donc quand même il y a des similitudes, et comme si l'histoire se répétait, mais je pense que l'histoire se répète en meilleur, en tirant leçon des insuffisances. Donc voilà un peu la lecture que je fais de ce mouvement. C'est un mouvement insurrectionnel. Il ne faut même pas tourner. Parce qu'une insurrection, c'est quoi? Il y a l'insurrection de la branche armée, l'insurrection de la branche civile, et la conjugation de ces deux éléments donne une insurrection. Nous sommes dans une situation insurrectionnelle. La même question aussi à vous, docteur Olo Pepin. Quel regard général vous avez sur ce putsch-là? Quelle lecture? Ok, merci. Bon, quelle lecture je dois dire que sur ce même plateau, on a dit beaucoup de choses. C'est cela. Ceux qui nous ont bien suivis, je dois dire que ce plateau a été quand même une instance qui a beaucoup conseillé le régime en place à travers les analyses objectives que nous avons eu à faire ici. Donc ce que je dirais de peut-être qu'une répétition de tout ce qu'on a fait comme analyse, critique objective, suggestions, propositions pour améliorer la gouvernance. Mais le plan fondamental qui s'est posé avec ce régime MPSR1, c'est la question de la légitimité populaire. Okay. Ça a été un problème fondamental. Parce qu'on a vu des militaires qui sont arrivés, qui ont pris le pouvoir, qui a été acclamé dès le début par le peuple. Mais après, ces militaires ont travaillé à s'éloigner même du peuple pour lequel ils sont venus au pouvoir. Donc on avait affaire à des entités totalement déconnectées. Il y avait le pouvoir MPSR qui était là, la classe politique de côté, où des fronts se formaient, et on voyait ici le peuple de l'autre côté. Donc du coup, il n'y avait pas ici de connexion. Voilà. Et j'ai toujours dit que ce qui manquait à ce régime, c'était de créer un leadership. Il n'y avait pas de leadership. Un leadership qui devrait mettre le peuple en mouvement. C'est-à-dire faire la jonction entre l'armée et le peuple. Et je pense que c'est ce qui vient de se faire, c'est-à-dire depuis hier, où l'armée a pu faire la connexion avec le peuple. Voilà. Donc je dirais que après les événements de 2014 et le coup d'État de 2015, c'est encore un autre rendez-vous que l'armée s'est donné avec le peuple. Et vous voyez ce qui se passe, toute l'alliance populaire dans la rue montre que l'armée s'est réconciliée avec son peuple. Et c'est ce qui a manqué. Et ce qu'il faut relever aussi, c'est un peu le caractère tendancieux que beaucoup de gens ont relevé pour ce régime. Voilà. Et si vous vous rappelez bien sur ce plateau, moi j'ai dit que je ne pense pas que des militaires peuvent quitter les casernes, des officiers, venir prendre le pouvoir juste pour plaire à des individus. J'ai dit ça ici. J'ai dit, je ne pense pas que ce soit le cas pour le moment parce que j'observe. Voilà. Et je trouve que c'est une ambition tellement dérisoire qu'on ne peut pas se permettre ça, venir prendre le pouvoir pour plaire à des individus. Et si c'était le cas, ça devrait être malheureux. Et au regard de tout ce qui s'est passé, les critiques et autres, d'un certain nombre d'actes qui ont été posés, et on avait l'impression que ce pouvoir était tendancieux. Donc, du coup, et je disais que l'armée devrait travailler à être au-dessus de la mêlée pour être l'arbitre du jeu démocratique. Mais l'armée n'a pas pu se détacher du politique pour être l'arbitre du jeu, comme on l'a constaté avec Lamzana qui est arrivé au pouvoir suite à les élections de 1966 et qui a placé l'armée au-dessus de la mêlée et qui a joué l'arbitre du jeu jusqu'à
à l'avènement de la Troisième République où il a été déposé. Donc, du coup, ça aussi, c'est un des problèmes que l'armée n'a pas pu être au-dessus de la mêlée pour être l'arbitre du jeu politique, un observateur impartial. Donc, du coup, vous avez comment les fronts se sont créés parce qu'on soupçonnait ce régime d'être en train de dérouler un autre agenda politique, c'est-à-dire pour ramener ici peut-être un système que le peuple a refusé. Ce sont les camarades de Damiba cette fois qui le disent. Oui, justement. Oui, et je pense que les camarades de Damiba sont revenus là-dessus. Les jeunes capitaines ont relevé cela, dire qu'il avait des relents plus politiques que militaires. Voilà, et on ne sentait pas l'homme trop sur le front, mais beaucoup soupçonnaient qu'il était en train de dérouler un autre agenda politique, qui n'était pas l'idéal de départ des MPSR, au moins du coup d'État. Et c'est les jeunes capitaines qui l'ont relevé. Voilà, donc, du coup, entre l'idéal annoncé dès le départ et la pratique politique des MPSR, il y a eu vraiment un écart abyssal. Et le régime avait une démarche incohérente. Il y avait une incohérence entre les discours qui ont été prononcés, les intentions qui ont été manifestées et des actes, un certain nombre d'actes qui ont été posés contredisaient quand même, tel que vous avez vu avec l'affaire de Blaise Compaoré, la ville de Blaise Compaoré, comment il y a eu de la résistance. Voilà. Donc c'était comme un défi à la justice. Voilà. Et du coup, ça a entamé la délégitimation même de ce régime. Voilà. Et ça venait confirmer effectivement que ce régime était là pour dérouler un autre agenda politique. Donc, du coup, le pouvoir MPSR n'a pas pu faire une immersion dans le peuple. Voilà, et ça a été tout son problème. Donc, c'était une entité isolée du peuple qui ne s'est pas soucié de sa légitimité populaire. Et en plus de ça, il faut relever l'ostracisme qui a été aussi l'œuvre du MPSR, parce qu'on avait l'impression qu'on choisissait dans la classe politique là les éléments avec qui on veut, alors qu'il fallait avoir une démarche inclusive. Et nous l'avons relevé sur ce plateau que la démarche n'était pas inclusive. Voilà. Dès lors que vous voulez aller à la démocratie, revenir sur les élections, il fallait réunir toutes les forces vives pour aller sur la base d'un consensus. Donc c'est ce qui a fait que le régime avait un caractère profondément tendancieux qui ne pouvait pas, c'est-à-dire aller de l'avant. D'accord. Tout à l'heure, je vous écoutais, docteur Émile Paré, il y a beaucoup d'optimisme dans ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas avoir de la réserve? Le MPSR est mort, vive le MPSR. Deux versions. Damiba, parti. La version dans laquelle on est encore en train de voir, parce que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est devant, mais pour un temps, parce qu'il dit, il se pourrait qu'on passe la main à un civil ou à un militaire. L'optimisme, faudrait pas-il avoir, au regard de ce qu'on a eu, faudrait pas-il avoir des réserves, parce que c'est quand même le MPSR toujours. Oui, mais je voudrais vous dire une chose. Moi, je suis un lutteur. D'accord. Lorsque le peuple est en lutte, je n'hésite pas à apporter ma contribution à la lutte et à soutenir ce peuple en lutte. Comme je l'ai dit, la déclaration ne peut faire que foi. On ne peut pas avoir foi à autre chose. Leur déclaration, premier élément, nous avions, quand nous avons pris le pouvoir le 24 janvier, une ligne, un idéal. Ils disent après, Damiba a trahi, le mot est sorti du MPSR 2. Damiba a trahi la ligne. Et les éléments de trahison, ils ont été clairs. Nous sommes venus pour faire reculer, même si ce n'est pas au point zéro, la question du terrorisme et de l'insécurité. Mais on a constaté que cette question, Damiba ne s'est pas préoccupé, ça a augmenté. De moins de 30% d'occupation du territoire au temps du régime Blaise, Roch du moins, mais nous sommes passés à plus de 50% aujourd'hui. Et le président Damiba va aller aux Nations Unies dire que nous avons progressé dans la lutte contre l'insécurité. Et ces gens ici disent que nous avançons quoi en puissance? Nous montons en puissance. Or, dans son discours du 1er avril, où il a dit « Donnez-moi 5 mois, je vais faire le point », il a dit « L'indicateur, c'est la question de la sécurité ». Mais cet indicateur-là, il a échoué là-bas. Donc, et par contre, il s'occupait d'autres questions plus que la question de la sécurité. Ça, c'est la déclaration qui le dit. Et un élément important, ils ont dit clairement, c'est une tendance au retour d'un régime ancien. Ça, c'est un discours politique. C'est cela. Parce que si nous regardons bien, c'est le régime de Blaise Compaoré, ça c'est l'esprit du MPSR 2,
qu'il tentait de restaurer en faisant venir Blaise en violation véritablement de l'indépendance de la justice. Ça, tout le monde l'a constaté, ils l'ont dit. Bon, également, quand vous regardez les organes qu'ils ont mis en place, mais tout est truffé d'anciens hommes politiques de l'ancien régime, à commencer par son gouvernement, le ministre d'État, Boli, bien connu quand même, comme un renard de la scène politique sous Blaise Compaoré. On part voir à l'ALT, c'est l'ancien premier ministre de Blaise Compaoré, Luc Adon Tchao, qui plonge là-bas. Ablassé aussi voulait, finalement on a pris Luc Adon Tchao. Et vous venez voir tout de suite le conseil d'orientation qu'ils viennent de mettre en place, on retrouve des hommes clés de Blaise comme Mélégué Traoré là-bas. Et ensuite, ils refusent de donner même le récépissé au congrès statutaire et légal du CDP et réformateur. Je veux parler du CDP, la branche, dites quoi? Futuriste. Futuriste, Eddy. Et c'est la branche historique qu'il était en train de soutenir. Donc, ça, c'est quand vous lisez le discours là. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Je les soutiens au regard de leur discours. Et puis, quand vous écoutez effectivement ce jeune capitaine, il a dit non. Pendant qu'il y a le combat, il y a la couche supérieure de l'armée qui est en train de s'embourgeoiser, être des milliardaires. Donc, je crois qu'au regard de tous ces événements-là, de tous ces faits, mais je ne peux que soutenir, parce que moi, je suis un révolutionnaire permanent. Donc, je pense que la réserve ne peut se faire peut-être du point de vue de la société civile, les journalistes comme vous, du point de vue des politologues comme lui. Mais moi, en tant qu'homme politique, là, je soutiens ce mouvement au regard de la déclaration, des premières déclarations. Bon, homme politique, mais il n'y a pas de calcul. Hein? Parce que l'homme politique, c'est calcul aussi. Non, il n'y a aucun calcul, puisque je n'ai pas touché, en tout cas, les jeunes capitaines d'abord. C'est une question de position politique. Docteur Yann, tout à l'heure, vous disiez, il y a quelque chose qui manquait jusqu'à présent, c'est maintenant qu'on le trouve. C'est-à-dire une armée qui retrouve presque son peuple, ou un peuple qui retrouve presque son armée. Mais quand on regarde aussi les choses, à l'évolution, parce que c'était quand même assez volatile ces dernières heures, il a fallu aussi que le camp des capitaines appelle les populations à sortir. Alors que, bon, ça aurait pu être spontané si c'était que le sentiment était partagé là, ici et maintenant. Non, les gens étaient déjà dans la rue. Avant l'appel des capitaines au pouvoir, il y avait déjà des manifestations. Et comme il a dit, que vous l'avez présenté ici, ça commençait depuis Bobo. Depuis Bobo, c'est oui, ça. Avant le coup d'État. Et donc à Ouagadougou aussi, on avait ici une certaine jeunesse aussi qui était en liesse, qui était dans la rue. Et maintenant, les militaires ont appelé ici, et le peuple ici, c'est-à-dire à les soutenir, à descendre dans la rue. Et vous savez très bien que quand des opérations militaires se passent comme ça, mais tout le monde fait attention. C'est cela. Et même quand bien même hier, là, on a décrété, on a levé le coup d'État, le couvre-feu, mais il y a des gens toujours qui disaient qu'il fallait être prudent et qu'il fallait respecter en attendant de voir la suite. Voilà. Donc du coup, il y a la peur qui fait que bon, les gens sont réservés et les gens, bon, quand c'est des militaires qui sont en contradiction comme ça, mais il y a eu un soutien populaire. Voilà. Et comme il a dit, c'est un mouvement insurrectionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a l'impression de lire en tout cas de façon plus claire, mais il y a eu et le religieux et le coutumier, je vais dire comme ça, donc ce qu'on a comme autorité traditionnelle, qui ont dû intervenir. Et ça, c'est fréquent dans les crises que nous avons. C'est encore salutaire, il faut le dire. Je pense que même aujourd'hui, il y avait encore la déclaration commune qu'ils ont eu à faire. On voyait donc les figures de proue de notre monde religieux et puis ceux du monde coutumier. Est-ce que à force, on ne va pas casser ce qui nous tient là? Parce qu'à chaque fois, il faut cet arbitrage là. C'est comme ça qu'on a pu avoir les 7 points de Damiba pour qu'il dépose. Cette contribution a été majeure quand même, docteur. Oui. Non, mais je pense que du point de vue historique, les religieux, les coutumiers, ils ont toujours joué leur rôle dans ce pays. Vous vous souvenez, je reviens encore à l'insurrection de 30-31 parce que j'ai dit que c'est une insurrection, une révolution inachevée. Mais il y a eu des discussions, des négociations avec le Moro Naba. On l'a vu. On a vu la veille de l'insurrection le clergé qui a franchement fait des messages à chaque homélie les dimanches. Vous voyez, cette couche religieuse et coutumière est toujours présente dans les événements sociaux importants de ce pays. Alors, il faut être présent dans le bon sens,
Et moi, je ne peux que souhaiter, effectivement, qu'ils interviennent toujours dans le bon sens. Vous avez même vu, au cours de la transition Zida, comment, effectivement, les coutumiers, les religions ont intervenu face à des tentatives d'arrestation de Zida, du gouvernement Zida. Donc, les coutumiers et les religieux jouent leur rôle. Moi, je pense que c'est leur rôle d'intermédiation entre véritablement les forces militaires, s'il y a crash, et les forces politiques, s'il y a crash. Bon, l'essentiel, c'est d'intervenir dans le bon sens. Et à mon sens, je crois que quand même, ils doivent jouer leur rôle. Parce qu'ils ne jouent pas leur rôle, c'est eux aussi la base, les temples de la société. On est tous liés aux coutumiers, aux religieux, quelle que soit la société burkinabé, les citoyens burkinabés. Moi, je suis traditionnaliste, catholique, d'autres sont musulmans. Donc, leur implication est bonne au lieu de s'asseoir et regarder les événements dégénérer. Donc on peut saluer cela. Mais en même temps aussi, ça nous a dénoté en quelques heures que dans notre armée, c'est quand même, ça reste toujours aussi fragile. C'est-à-dire même quand on a eu l'impression que pour ce qui est de Damiba, bon, c'était un peu plié, on a eu comme l'impression qu'au sein même de l'armée, il commençait à se jouer un genre de second round. Il y avait toujours en interne on va dire des antagonismes. Est-ce que quand on regarde, c'est un capitaine qui vient, forcément, une hiérarchie est dégradée, ça les met en insécurité? Oui, la question de la hiérarchie dans l'armée, elle est très importante. Voilà, très très importante. Donc vous voyez que quand les capitaines étaient arrivés le 4 août, ils ont procédé carrément à une rupture générationnelle. Voilà, où il y avait les colonels et autres là qu'ils ont mis de côté. À part peut-être Lengani qui était le plus gradé qui était avec eux. Voilà. Donc du coup, ça pose un problème de génération au niveau de l'armée. Et quand on tient compte du discours des capitaines, déjà ils commencent à indexer une armée bourgeoise ou une hiérarchie qui s'est embourgeoisée. Donc ça dénote ici que déjà il y a un conflit de génération qu'on peut relever voilà, quelque part. Voilà. Et donc à ce niveau, je ne sais pas comment ils vont gérer, ils vont s'entendre, mais la question de la hiérarchie au niveau de l'armée, voilà, c'est quelque chose de très important. Mais bon, moi les questions militaires, voilà, comme nous ne sommes pas dans l'institution, voilà. Donc je me réserve toujours de me prononcer. C'est normal. Oui. Allez docteur, de prononcer sur ces questions. Docteur Paré, allez-y. Moi je suis un fonceur. Oui. C'est-à-dire que la question de la hiérarchie était déjà posée sous le MPCR 1. Quand Damiba a pris, c'est des lieutenants-colonels, des jeunes, et il y avait plein de colonels et de généraux qui étaient là. Mais justement, c'est parce que Damiba a refusé de résoudre cette question. Il a laissé de façon énigmatique, il a nommé quelques colonels généraux, il a laissé d'autres, on ne sait pas pour quelle raison, mais c'est cette question énigmatique-là. Et je crois qu'avec les capitaines-là, il faut avoir le courage de restructurer l'armée. Okay. Je ne dis pas forcément de mettre de côté les colonels et les généraux, mais ils n'ont qu'à aller constituer l'état-major de guerre. Et oui, le colonel là, généraux là, ils n'ont qu'à constituer l'état-major de guerre et laisser le commandement réel à ces jeunes capitaines. Et le jeune capitaine a eu l'audace, l'intelligence de dire que nous allons faire une réunion des forces vives de la nation et choisir un président civil ou militaire. Eux, ils vont retourner pour continuer à se battre pour ramener la paix et la sécurité, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Il a même dit 3, 4, 5, 6 mois et ils sont capables, en réponse à la CEDEAO, que 2 ans là même c'est trop. Ça veut dire qu'ils ont la volonté de ne pas s'immiscer dans la gestion courante de la chose publique. Donc j'imagine qu'ils vont se consacrer à la lutte contre l'insécurité et laisser aux civils ou aux vieux militaires la question de la gestion quotidienne de l'État. S'ils arrivent à faire cela, je pense qu'ils vont réussir quand même ces engagements que nous saluons. On y est justement. Oui. Ils ont dit, on va consulter les forces vives. On sait que derrière, ça sera encore beaucoup de consultations. Il va falloir ratisser vraiment bien large. Et ça a été l'erreur pour certains en termes de lecture du début même avec Damiba. C'est-à-dire qu'on a été même sélectif dans ceux qu'on a consultés. C'est-à-dire le départ déjà, ça va déjà être ça de déterminant. Mais à la fin, c'est passer le pouvoir soit à un militaire, soit à un civil. Donc la possibilité du militaire de s'effacer. Vous y croyez?
Bon, on attend de voir. Sinon, bon, tel que déjà le grand frère Paré explique, c'est comme si d'office, voilà, les militaires avaient décidé de passer le pouvoir aux civils et d'aller se consacrer aussi à la question sécuritaire. Moi, je ne vois pas ça de cette façon. Voilà. Donc, ils promettent ici réunir les forces vives, c'est-à-dire pour désigner un président civil ou militaire. Voilà. Donc, pour moi, c'est un procédé de légitimation. C'est du pouvoir qui vient de prendre. Voilà. Mais rien ne montre qu'à la fin, ça sera un civil qui va revenir. Rien pour le monde ne me permet de le dire. Puisque soit c'est un civil ou un militaire. Donc, les militaires peuvent toujours rester au pouvoir. Et avec, bien sûr, c'est-à-dire en mettant une organisation en place, une organisation inclusive qui puisse prendre en compte toutes les forces, voilà, pour gérer la transition comme ce qu'on a connu en 2014. Voilà. Oui, en fait, je pense qu'ils ne vont pas dire que Damiba a trahi et ils vont venir trahir dès le lendemain. Ça va être très dur pour eux. Ça veut dire que ça va être très dur pour eux. Ce n'est même pas compter sur le peuple. J'ai eu à dire à plusieurs personnes que nous utilisons le mot peuple, mais les gens l'utilisent au hasard. Ils ne croient pas au peuple. Il faut croire au peuple. Si véritablement c'est un véritable forum des forces vives, représentatives de notre société, mais s'ils choisissent un militaire, où est le problème? C'est les forces vives. Les forces vives, il ne faut pas faire à la Damiba où on a été très sélectif. On a pris la société civile qui les arrange. Et ils ont écarté les forces politiques que nous étions. Et on a donné imaginez-vous, par exemple, à l'ALT, on a donné 8 places aux forces politiques sur 71. Bon, vous voyez. Donc, si c'est calculé, si c'est calculé, c'est qu'ils sont venus faire la politique. Et tel qu'il le dit, si ce n'est pas calculé, et que c'est les forces vives de la nation, très représentatives, comme après l'insurrection de 2014, mais si les forces vives de la nation doivent choisir, ils seront en majorité civile. S'ils choisissent un militaire, nous pouvons dire que c'est la société civile qui l'a choisi. S'ils choisissent un civil, ça, il l'a autorisé. Donc, ce que nous pouvons demander au MPSR 2, que ce forum-là soit représentatif des forces vives, représentatives de la société burkinabé. C'est un peu ça le hic. Mais moi, je me dis que j'y crois, parce qu'ils disent que Damiba a trahi. Donc, je pense qu'on peut quand même les croire jusqu'à ce présent. Parce que je ne vois pas le capitaine là en train de militariser l'administration comme Damiba l'a fait. Je ne le vois pas en train de vouloir jouer à un chef d'État et puis oublier les questions de sécurité. Bon, si lui fait sa transition, je me dis que cette transition sera courte. La transition, c'est-à-dire le chef de l'État actuel, en attendant le président élu, ça sera court. Et donc, le nouveau mécanisme qui va être mis en place à partir du forum, je me dis que c'est à la société civile de se battre. La société civile de se battre pour qu'on sorte véritablement un chef de l'État, mais qui sera aussi encadré par des mécanismes. Parce que le problème, ce n'est pas le chef de l'État. C'est le chef de l'État, mais les mécanismes qui sont autour du chef de l'État. Si ça échappe, le gars, il risque de jouer, la personne risque de jouer encore au solo comme Damiba. Mais moi, je ne crois pas qu'ils puissent faire ce schéma. Parce qu'ils rentrent dans ce schéma, ils iront plus vite que Damiba. Et même ils savent. D'accord. Avant d'aller dans... Oui, allez-y. Oui, mais à ce niveau, je pense que quand j'écoute le grand frère parler, c'est un souhait qu'il émet en tant qu'homme politique. C'est un vœu pieux. Oui, un vœu pieux. Il souhaiterait que le pouvoir revienne aux civils. Je sens ça un peu. Voilà. Mais on est dans un contexte de guerre où aussi on a besoin d'un chef de guerre. Oui. Voilà. Maintenant, qu'il soit civil ou militaire, il nous faut un chef de guerre. Moi, justement, pour vous, le portrait robot, le profil, ça devrait être lequel? C'est vrai qu'à un moment donné, sous une autre transition, on a fait appel à candidature, les gens ont candidaté et on a eu un président du Faso qui a passé comme un examen, on va dire comme ça. Mais pour vous, le portrait robot, qu'est-ce que devrait incarner celui-là qui devrait nous conduire dans la situation et le contexte dans lequel nous sommes? Oui, celui qui doit nous... enfin, le portrait robot de celui qui doit être président, il faut qu'il soit un chef de guerre. Et il faut qu'il ait un charisme pour créer un leadership. Déjà, le peuple est mobilisé. Il faut entretenir cette mobilisation parce que nous sommes en situation de guerre. Même Damiba l'avait dit que le peuple n'arrive pas à se mobiliser derrière son armée
si vous vous rappelez ici, lors de son discours bilan qu'il a prononcé. Donc, un leader, on a besoin d'un leader. Voilà, quelqu'un qui va mettre le peuple en mouvement, qui va mobiliser le peuple, organiser le peuple, armer le peuple pour qu'on puisse faire la guerre. Parce que cette guerre, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire de militaires, c'est une guerre populaire. Si nous ne partons pas vers une guerre populaire, il serait difficile de s'asseoir, compter seulement sur notre armée qui a un effectif très réduit, de pouvoir ici faire la guerre à la place du peuple. Donc moi, il faut un leader qui va mettre le peuple toujours en mouvement. Voilà le portrait que je demande. Bon, je pense que le portrait, en tout cas, du nouveau président, c'est très clair. Il faut aller dans la ligne des déclarations du MPCR2. Donc le chef de l'État, là, il doit incarner cette ligne pour laquelle le MPCR est venu. Ça, c'est très important. J'ai toujours dit, il y a un grand révolutionnaire historique, permettez-moi que je ne le cite pas, russe, qui a dit « La guerre, c'est la continuation de la politique par la violence ». C'est de la politique. La guerre, c'est la continuation de la politique par la violence. Et l'état-major de guerre, en son temps, c'était pas quelqu'un le plus gradé, c'était pas des militaires, c'était des hommes politiques qui orientaient la guerre. Et ils ont réussi la guerre. Joseph Staline a réussi la guerre. Mais c'est un ouvrier. Mais le problème de fond, c'est pas forcément que ce soit un militaire à la tête de l'État pour que nous réussissions la lutte contre le terrorisme et contre le néocolonialisme rampant, qui est un soubassement de ce terrorisme qu'on ne dit pas. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui écrit « La France n'a qu'à partir », etc. Donc, le profil du chef de l'État, pour moi, si les forces vives se concertent, ils doivent tenir compte de la ligne révolutionnaire incarnée par les jeunes capitaines. Et le reste là, sur le terrain pratique là, à l'armée, ce qui revient à l'armée, au peuple, nous faisons partie des gens qui ont toujours dit que nous sommes pour une guerre populaire généralisée. Le peuple doit participer à la lutte contre le terrorisme en s'organisant. Lorsque nous avons dit ça, les gens ont sauté. Émile dit de sortir avec des flèches et des carquois. En ce temps, vous n'avez pas pu convaincre dans votre propre camp. Mais non, je n'ai pas pu convaincre dans mon propre camp. On m'a bien insulté. Mais vous voyez comment je suis venu. Je suis venu à une tenue lobby. Mais le peuple lobby nous a démontré qu'ils peuvent lutter contre le terrorisme sans l'intervention de l'armée. Mais pourquoi les autres peuples ne peuvent pas? Bon, on me dit que Yaba est occupé. J'ai dit non, moi j'ai agi par d'autres voies. Yaba est occupé, mais Damiba va partir. Et j'ai dit sur votre plateau ici le dimanche passé, si Damiba et Bamouni ne sécurisent pas le Yaba pour que je parte, mais ils vont partir. Ils sont partis, non? Mais ça, c'est pour dire le profil, il faut qu'il s'inscrive dans une ligne hautement, véritablement nationaliste, patriotique, qu'il soit un patriote et qu'il soit anti-néocolonial. Parce que quand même, il y a les aspects de ce terrorisme-là. Il va falloir qu'on règle. Le peuple malien nous montre une leçon historique. Et ça, Modibo aussi, c'est la ligne de Modibo Keïta. Nous sommes en train de rentrer dans la ligne de Thomas Sankara. La jeunesse là. Mais c'est Thomas Sankara. Il n'y a pas à tourner. Allons-y dans l'option de Thomas Sankara. Bien sûr, adapté au contexte du XXIe siècle. Donc, si nous sortons un vieux Kouroula qui ne peut rien donner comme force au mouvement, ça ne va pas marcher. Donc ici, là, ce n'est pas une transition à chose, le doyen. 2014. Non, ce n'est pas une transition à la Michel Kafando. Parce que là-bas, il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas le contexte est différent. Le contexte est différent. Ici, c'est une transition de guerre. Donc, il ne faut pas aller nous prendre un vieux qui est là, qui dort sur les livres. Il faut un combattant. C'est très important. Et qu'il soit en phase avec la jeunesse et l'armée. Oui, pour moi, il faut laisser le pouvoir à la jeunesse. À la jeunesse? Oui, à la jeunesse. Bon, je pense que c'est un appel à Traoré, au capitaine déjà, parce que lui... Non, je ne dis pas forcément... Voilà, je dis la jeunesse. D'accord. Oui, parce que c'est la jeunesse qui est mobilisée. C'est le fait de la nation. Voilà, c'est la jeunesse qui est au cœur de toutes les transformations, c'est-à-dire que nous connaissons au Burkina Faso. Mais au moins de gérer le pouvoir, on met cette jeunesse-là de côté. Bon, après, maintenant, la machine se grippe. Mais au moins, pour une fois, quand même, laisser la jeunesse gérer son pouvoir. Ne serait-ce que pour la transition, pour organiser après les élections, lorsque le pays sera sécurisé, permettre aux forces politiques qui seront plébiscitées ici de revenir au pouvoir. Voilà. Mais quand même, laisser la jeunesse gérer son pouvoir. Il y avait un aspect que soulevait tout à l'heure Dr Paris-Émile. Oui.
c'est très important, c'est qu'il y a eu aussi des sujets qui sont sortis, qui se sont révélés, qui sont posés sur la place publique pendant qu'il y avait ces petites hésitations, pendant qu'on était dans cette situation un peu volatile là. C'est la question de notre coopération. Il y a eu la question française qui était au cœur. On a eu des sorties où, dans un message à peine voilé, et il faut le dire, le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes accusaient un peu la France de jouer un certain jeu dans ce qui est en train de se passer pour un basculement. Mais après, quand on a écouté une interview sur VOA, vous avez vu, c'est devenu différent. Il a dit, il n'ira pas jusqu'à... Mais il avait franchi quand même un certain pas avant peut-être de faire un genre de rétropédalage. C'est une question qui va demeurer, qui va rester, surtout dans notre positionnement sur la question sécuritaire. On voit des drapeaux depuis. Oui, même bien avant ce coup d'État, il y a eu des manifestations qu'on peut qualifier d'anti-impérialistes dans ce pays. Et je pense que c'est la sœur Kamili Monique qui a incarné ici cette lutte anti-impérialiste, et ça a été clair. Et là, elle est descendue dans la rue. Voilà, elle a eu à tenir des propos et à appeler vraiment l'armée française, c'est-à-dire à quitter le pays. Donc, c'est pas avec les jeunes capitaines que la question de l'armée française se pose. On a vu aussi le convoi français qui a été bloqué à Kaya. Donc, depuis un certain temps, il faut reconnaître qu'il y a quand même ce sentiment anti-français qu'on ne peut pas nier aujourd'hui au Burkina Faso. Un sentiment anti-français. Oui, un sentiment anti-français au Burkina à travers les manifestations. La politique française. Oui, au niveau de la politique française. Ça, c'est différent. Hein. Voilà. Oui, voilà, un sentiment anti-politique français. Je parle bien de la politique. Voilà. Je ne parle pas de non. Il faut faire la part des choses. Il y a la politique française et il y a les Français. Et la politique française qui est constamment remise en cause à travers des manifestations sporadiques et ainsi de suite. Donc, on comprend que, et dès lors que déjà l'information circulait que le président Damiba était entre les mains des Français, vous avez vu comment ici, la jeunesse a réagi de façon violente en s'attaquant ici aux infrastructures françaises. Voilà. Donc, ce qui montre ici que la jeunesse arrive, ou du moins est arrivée à faire le lien entre la lutte contre l'insécurité et aussi la lutte contre ce qu'on peut appeler l'impérialisme. Voilà. Donc, du coup, je trouve que c'est une jeunesse qui à un certain moment, s'est dit que si nous devons lutter efficacement contre la question sécuritaire, là aussi, il faut régler aussi la question de la coopération, parce qu'il s'agit de là. Voilà. Et on comprend bien, malgré la présence de l'armée française, on voit que le terrorisme ne fait que prendre de l'ampleur, jusqu'à occuper plus de 40% du territoire. Donc beaucoup se posent aujourd'hui la question, quelle est la raison de la présence de l'armée française au Burkina? S'il faut que l'armée française soit là et que le tourisme ne fait que se déployer, on se demande quelle est son utilité. Donc je me dis, c'est tous ces facteurs ici qui ont amené ici la jeunesse à s'indigner et à s'en prendre ici aux infrastructures. Mais à un moment donné, est-ce que ça n'a pas été un discours pour mobiliser? Bon, oui, en fait, je pense que en disant cela, c'était pour informer l'opinion, certainement. Il s'agit de ce qui se passait, puisqu'il faut communiquer. Donc, en communiquant de cette façon, et tout de suite, c'était une façon ici, peut-être de faire une pression morale sur la France, afin que la France ne puisse pas ici soit se mêler dans la contradiction interne. Je me dis c'est un peu une stratégie de communication pour amener la France à ne pas se mêler. Et vous avez vu que la France a démenti formellement, a démenti de façon formelle qu'elle n'est impliquée en rien dans ce qui se passe. Donc pour moi, c'est une communication pour alerter l'opinion et amener la France à ne pas se mêler, parce que ce sont des contradictions internes entre Burkinabés. D'accord. Non, cette question de la coopération avec la France est une question qui est posée depuis longtemps. Vous vous souvenez quand Thomas Sankara, sous le CSP1, a eu son discours révolutionnaire de gauche, anticolonialiste, pendant que JB avait tel discours, Guy Pen est venu et on a arrêté Thomas Sankara. Et vous avez vu la réaction de la jeunesse burkinabé. Donc le sentiment anti-politique française là est ancré dans la jeunesse burkinabé depuis ce temps. Mais vous avez vu, lorsque Thomas Sankara a été renversé, mais la France a mis une main mise en matière de coopération sur le régime Blaise Compaoré.
Ça, la jeunesse aussi l'a dénoncé. C'était dénoncé. La politique française au Burkina Faso a toujours été un objet de débat. Alors, lorsque le président Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir, vous avez vu les slogans, non? Il y avait déjà le slogan anti-politique française dans les insurgés. Et malheureusement, Zida est venu, on a essayé de passer au libéralisme démocratique tel que nous connaissons, mais même sous Roch-Marc Christian Kaboré, vous vous souvenez, le ministre de la Défense, Chérif, lorsque je ne sais pas dans quel pays, il a dit que la position de la France est ambiguë. Mais les Français sont venus demander, d'après ce que nous avons entendu, au président Roch de déposer ce ministre de la Défense là. Parce que déjà, déjà, les problèmes de la coopération avec la France étaient posés parce qu'en tant que ministre de la Défense, il voyait certains événements qui se passaient au sein de l'armée burkinabé et sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Déjà, donc, il y avait ce sentiment. Et ce sentiment ne faisait que monter. Et comme il l'a dit, ce sentiment sous Damiba, mais lui, il a montré qu'il est carrément dans les mains des Français, aux yeux de la jeunesse. Pour eux, dès qu'il a pris le pouvoir, on dit qu'il dort à coin moins 5. Et ce sentiment-là a passé. Donc, on voyait la France en train de s'immiscer ou bien de sortir même au grand jour par rapport à cela. Et comme il l'a dit, il y avait les événements. À Bobo, on a barré ici, on a barré à Kaya, etc. Les convois français. Bon, donc ce sentiment était déjà là. Et de ce point de vue, les nouvelles autorités actuelles, les MPCR, ils sont sur le terrain. Parce que le capitaine a dit qu'on le connaît dans toutes les garnisons. Ils voient la politique française dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, ça ne va pas. Ça ne va pas. Parce que la France a tous les éléments nécessaires pour véritablement savoir où se trouve le nid des terroristes et aider le Burkina quand même à les détruire, ces nids. Et c'est justement cette position française qui n'a pas plu au Mali et ils sont allés vers la Russie. Et comme la Russie est en train de réussir plus ou moins sa lutte contre le terrorisme, les agents burkinabés, maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde suit tout. Donc ça leur donne l'impression... Les autres aussi diront que la coopération avec la France n'est pas exclusive, on a une coopération plurielle. Oui, non, on n'a pas une coopération plurielle. Est-ce que vous connaissez les accords militaires entre la France et le Burkina? Les gens refusent de publier. Mais vous savez, si vous voulez acheter un avion là, tout le monde sait qu'il faut d'abord passer par la France, et c'est la France qui l'achète ou vous envoyez. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc, la politique française doit être révisée. Vous avez vu qu'en fin d'année, le président Roch a eu des difficultés lorsqu'il n'a plus voulu renouveler les accords militaires avec la France. Vous êtes au courant. Et pourquoi? Parce qu'on a quand nous donne le contenu de ces accords. Vous verrez que ça, tant qu'on ne remet pas en cause le contenu des accords, nous ne pouvons pas coopérer avec un autre pays. C'est faux. Mais c'est bizarre. C'est faux. Le Mali a dénoncé, c'est assumé. Oui. Quand on prend notre cas, les présidents se succèdent. Oui. Mais quelquefois, et même pas quelquefois, la plupart du temps, vous avez même une population qui, comme vous le dites, est très active contre une certaine politique. Donc ça devrait vous mettre quand même à l'aise pour vous émanciper. Oui. Mais personne, même Roch Kaboré ne l'a pas fait. Non, il l'a fait. Il tentait de le faire. C'est d'ailleurs une des raisons qui a fait qu'on l'a renversé. C'est une des raisons. Il y a son insuccès aussi sur, sur la question du terrorisme. J'ai toujours dit que cet insuccès ne peut pas être la seule cause du renversement du président Roch. Et les succès dans les autres domaines. J'aurais une dernière question, parce qu'on est pratiquement au terme de cet échange qui est très intéressant. C'est qu'on n'a pas peut-être assez parlé de comment Damiba aussi s'en va. Il a demandé des gages. Je pense qu'il y avait 7 points. Ceux qui ont mené la médiation en ont parlé. Parmi les points, il y a, je ne vais pas parler d'immunité, mais en tout cas, de ne pas être inquiété, lui et ses proches. On ne sait pas de quels proches il s'agit. Mais vous pensez que c'est des engagements qui vont tenir? Bon, je souhaite que ces engagements puissent être tenus pour préserver l'unité de l'armée. Voilà, parce qu'on a besoin aujourd'hui de tout le monde. Voilà, donc même s'ils étaient au pouvoir et ils l'ont perdu, je me dis qu'ils peuvent toujours servir quelque part. Donc il ne sera pas intéressant qu'au niveau de l'armée, qu'on voit ici, voilà, des gens en train de se régler les comptes. Je pense que ces accords, puisqu'ils sont des accords, donc je me dis toutes les parties sont contre-attaques de ces accords, voilà, afin qu'on puisse décrisper la situation.
Donc, pour moi, il est intéressant que ces accords soient respectés dans l'intérêt de tout le monde et dans la préservation de l'unité de notre armée. Bon, moi, je pense que Damiba a eu déjà beaucoup. Sa vie est sauve. Sankara est mort. Lui, sa vie est sauve. Donc, la garantie du droit à la vie, là, moi, je pense que je suis pour ça. Mais, lorsque les gens parlent d'immunité, de lui et ses proches, ah non, il faut appliquer ce qu'il a appliqué au régime déchu. Il faut la gouvernance, il faut les audits clairs, là. Non, on ne peut pas... Non, l'impunité ne saurait être acceptée sous l'autel de la garantie de la vie, de la sécurité de Damiba. Je refuse ça. Moi, j'ai dit, sa vie est garantie et il n'y a pas une chasse aux sorcières, puisque le capitaine l'a dit, ils n'en veulent pas à Damiba, il a dévié, il a trahi, on ne va pas le juger pour haute trahison. Ça, je suis d'accord. Mais sur la gestion de la chose publique, il faut qu'on rende compte au peuple. Il est venu pour ça. Ça, sur ce plan-là, cet engagement, moi, je suis un peu en désaccord. Mais toujours est-il que ça, c'est le point de vue du docteur Paré. Ah oui, d'accord. Parce que ça a été le principe aussi. Parce que les chats noirs, quelqu'un m'a dit que le chat noir, moi je suis le chat noir, mais c'est le cobra noir qui vient d'arriver. D'accord. Donc nous... Non, en fait, si je peux préciser, s'il y a des questions de justice qu'il faut régler, il n'y a pas de problème. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, je suis entièrement d'accord. Sinon... Mais cela ne veut pas dire qu'il faut leur accorder l'impunité, si toutefois... C'est-à-dire qu'il y a même des actes qui ont été posés et qui nécessitent qu'ils rendent compte devant les juridictions. Voilà, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Mais, et comme je l'ai dit ici, le souci premier ici, c'est de préserver l'unité de l'armée. Oui, c'est clair. Voilà, donc il faut éviter la chasse aux sorcières. Voilà, les règlements de compte, comme ce qu'on avait commencé à constater sous le régime d'Amiba, où, je l'ai dit ici, des hommes politiques avaient commencé à s'adosser sur le régime en place pour faire des règlements de compte politiques. Voilà. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà. D'accord, pour éviter cela, c'est ce qu'on retiendra. Ça, on est d'accord. C'est ce qu'on retiendra. Donc, on est d'accord. Une unité d'une armée à préserver. Oui, à préserver. Parce que c'est uni qu'on pourra aussi. Sans unité, on ne peut pas gagner cette guerre. En tout cas, merci. Parce qu'il faut éviter de dire ce que des grands juristes, là, je suis étonné, disent que la nation est au-dessus de la justice. Il ne faut pas qu'on rentre dans ça. On comprendra donc. Merci bien, docteur Emile Paré. Merci. D'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire à la formation politique et civique du MPP. Merci pour le progrès. En tout cas, merci. Merci, docteur Olo Pepin-Yen, sociopolitologue, chercheur au CNRST, Centre national de la recherche scientifique et technologique. En tout cas, merci. Et puis, merci à vous aussi qui nous avez suivis tout au long de cette heure à décrypter notre actualité. On va prendre congé de vous. On se retrouvera dimanche prochain pour un autre JDS, journal du dimanche au soir. Mais d'ici là, portons-nous bien.